effectif dans notre armée. Et je vous ai dit, donc moi je suis arrivé aux affaires, j'ai fonctionné comme évidemment mes prédécesseurs l'ont fait en s'appuyant sur nos institutions. L'armée en est une, la police aussi. Mais c'est avec le temps, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de magouilles qui minent nos forces de sécurité. Il s'est développé en même temps que la mafia ici, dont je parlais depuis une vingtaine d'années, la même mafia dans l'armée, dans nos institutions. Il n'y a pas que l'armée et la police, on l'a vu, regardez au Sénat récemment. C'est toute cette loi de l'omerta, comme on le voyait dans les mafias européennes, la loi du silence. On tue en silence, on magouille en silence, on trafique illégalement, de manière illicite, en silence. C'est comme une sorte de modus vivendi, un code de vie, un mode de vie qu'on s'est convenu sans signer quoi que ce soit, mais bon, c'est une mafia qui arrange tout le monde. Et c'est ça, en fait, c'est à ça contre ça qu'il faut s'attaquer. Voilà pourquoi je disais, attention, c'est pas du jour au lendemain que ça se réglera, ce sont des habitudes que des gens ont pris. Donc il faut détricoter ça, patiemment, mais fermement, avec... Bien. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, avant toute chose, je voudrais vous saluer chaleureusement et vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé. C'est bien dommage que cet accueil n'ait pas pu être beaucoup plus enthousiaste, j'allais dire au point de vue de la ferveur populaire. Je dis c'est dommage parce que il y a aujourd'hui des restrictions que j'ai moi-même d'ailleurs publiées concernant les rassemblements. Et cela est dû évidemment à cause, comme vous le savez, de la pandémie de Covid qui connaît en ce moment une résurgence dans notre pays et principalement à Kinshasa qui en est l'épicentre. Et tous nos efforts aujourd'hui sont consacrés à limiter la propagation de cette pandémie le plus possible pour qu'elle soit concentrée sur Kinshasa et qu'elle n'arrive pas jusqu'en province. Les chiffres sont alarmants et vraiment inquiétants. Voilà pourquoi je profite de cette occasion pour vous rappeler la nécessité d'observer les mesures barrières. La situation est grave, elle est très grave même, parce que cette troisième vague que nous connaissons avec comme principal auteur le fameux virus Delta ou le virus dit indien est beaucoup plus virulente que les deux vagues précédentes et a une tendance à être, j'allais dire, beaucoup plus dangereux parce qu'il atteint même des gens qui n'ont pas eu de comorbidité connue. Et c'est très inquiétant. Donc vraiment, le salut pour le moment est dans l'observation des règles barrières et plus tard dans la vaccination aussi à grande échelle. Je crois qu'il est temps que nous dépassions ces considérations dues souvent d'ailleurs à la manipulation et parfois à des craintes fondées, hein, évidemment, des questionnements fondés parce que la rapidité, même moi je me suis posé ces questions, la rapidité de la disponibilité de ces vaccins, et aujourd'hui on voit qu'il y en a qui ont été remises en question,
c'est vrai, ça peut poser problème, mais la vaccination reste quand même un des remparts, en plus de l'observation du respect des règles barrières de Covid-19. Donc, je vous remercie et je vous demande en même temps d'être mes porte-parole auprès du reste de la population d'Ituri en général et de Bunia en particulier, où je me trouve en ce moment, pour leur dire vraiment tous mes regrets de ne pas avoir pu les rencontrer au cours d'un meeting populaire qui aurait permis évidemment d'avoir cet échange dans la ferveur. Mais qu'à cela ne tienne, je sais qu'à travers vous et à travers les médias qui sont ici présents, ce que nous allons dire ici sera connu de tout le monde et encore une fois merci pour aider à cela. Alors, pour répondre à toutes vos préoccupations exprimées ici, j'aimerais commencer évidemment par le problème qui nous tient tous à cœur. C'est celui de la sécurité ou de l'insécurité dans la province d'Ituri. Une insécurité qui, comme vous le savez, date de très longtemps et est multiforme et à la fois complexe. Quelqu'un a même parlé de guerre asymétrique et il a raison, c'est vrai. Cette guerre, cette insécurité, cette violence n'a pas de visage, elle n'a pas de nom et cela donne vraiment du pain à moudre, du grain à moudre plutôt à nos forces de sécurité pour pouvoir en découdre. Mais cela ne nous décourage pas pour autant. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu, vous le savez, que nous avons décidé, j'ai décidé d'ordonner l'état de siège dans la province d'Ituri et dans celle du Nord Kivu. Cela tout simplement pour montrer à ceux-là qui pensent qu'ils ont le monopole de la violence, du désordre et du chaos, qu'il y a un État que je compte faire respecter, et un État qui est beaucoup plus puissant qu'eux et qui, à la longue, aura raison d'eux. C'est pourquoi cet état de siège ne doit pas du tout vous décourager. Au contraire, vous devez l'accompagner, je vous le demande instamment. Faites-le, c'est pour votre intérêt. Pourquoi j'ai décidé d'instituer cet état de siège, que j'espère d'ailleurs le plus court possible? Eh bien tout simplement parce que, on l'a soulevé ici, en plus des problèmes de violence et de particularité de cette violence, il y a aussi la problématique de l'organisation des forces de sécurité, notamment l'armée. C'est la principale. Mais à côté de l'armée, il y a la police, il y a les services de renseignement. C'est tout cela qui, à mon sens, et je crois que vous n'allez pas me contredire, ne fonctionnait pas comme il le fallait. Et nos populations, nos compatriotes, étaient constamment en insécurité, allant jusqu'à perdre leur vie à cause de violences innommables, inhumaines, causées par ces groupes armés, pour diverses raisons. Et à côté de cela, il y avait aussi des conflits communautaires. Conflits très dangereux d'ailleurs qui risquaient d'emmener des événements qui seraient similaires à une sorte de génocide. Et tout cela a fait qu'il fallait qu'on décide. Parce que depuis mon avènement à la tête du pays en 2019, jusqu'à, on va dire,
fin 2020, j'ai observé, j'ai travaillé avec nos forces armées, avec toutes ces institutions, mais je me suis rendu compte que les efforts fournis n'obtenaient quand même pas les résultats escomptés. Et comme je vous l'ai dit, un État ne se décourage pas, un État ne baisse pas pavillon face à des individus, fussent-ils armés ou déterminés à imposer leur banditisme, leur violence. L'État ne plie jamais devant l'adversité. L'État finit toujours par l'emporter parce que l'État, c'est aussi ces gens-là qui fomentent ce genre de coups. Il les régente aussi, l'État, et donc il a vocation à les mater si jamais ils enfreignent la loi. Mais maintenant, cet État doit être organisé. Cet État doit être doté d'outils nécessaires à son action pour imposer la loi. Parce que force doit aller à la loi, à l'État qui représente cette loi. Voilà pourquoi, dans mes réflexions, j'ai pensé, j'espère à juste titre, on le verra, on le saura très bientôt, qu'il fallait militariser l'administration pendant un certain temps, parce que, comme vous le savez, le gouverneur de province, c'est le représentant personnel et direct du chef de l'État dans la province qu'il administre. Et donc, c'était important d'avoir un militaire à la tête de cette province pour régler principalement le problème sécuritaire. Et à travers ce responsable militaire, ces responsables, parce que son adjoint, il est policier, donc en même temps, il réglera aussi les problèmes de police, donc bref, les problèmes de sécurité. À travers eux, je compte obtenir ce que je n'ai pas pu obtenir jusqu'ici, comme je vous l'expliquais, en fonctionnant comme les institutions ont toujours fonctionné, même avant que je n'arrive aux affaires. Donc je me dis, cette exception va peut-être me permettre d'avoir directement un œil sur ce qui se passe réellement en Ituri et dans le Nord Kivu. Et je peux dire avec satisfaction, à la suite de, je crois, le représentant des chefs coutumiers, qu'il y a déjà des points positifs, notamment la sécurité assurée sur la RN 27, qui aujourd'hui est rentable même par les paisibles citoyens. Il ne faut pas nécessairement être armé jusqu'aux dents pour fréquenter ce tronçon. Donc c'est déjà des points positifs. Mais je vous ai dit que la situation est complexe et elle dure depuis une vingtaine d'années. Ce n'est pas en un mois d'état de siège que l'on va tout régler. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents, mais surtout soyez patients. C'est un travail de longue haleine qui doit se faire, minutieux et méticuleux, parce qu'il faut détricoter tout ce qui s'est fait ici pendant une vingtaine d'années, qui a pris corps, qui a pris racine, et qui est devenu un système. On ne déboulonne pas un système du jour au lendemain. J'en sais quelque chose. Donc, prenez patience. Tout ce que je veux vous dire, c'est que je suis avec vous. Le gouvernement que je chapeaute, dirigé par un Premier ministre jeune et dynamique, est avec vous. Nous n'allons pas vous abandonner. Vous faites partie du corps de la République démocratique du Congo. Et comparez-le à un corps humain lorsqu'il est amputé d'un membre
eh bien, le corps tout entier est malade. Donc, ne vous croyez pas abandonnés. Même si nous vivons à des milliers de kilomètres d'ici, à Kinshasa, nous souffrons énormément de ce qui se passe ici. Et je l'ai dit à nos compatriotes de Béni, que je ne serai pas fier de mon mandat. Je ne considérerai pas que mon mandat est réussi si je ne règle pas définitivement les problèmes de sécurité qui touchent à ces deux provinces. Mais également d'autres aussi, provinces dans une... Donc ma détermination est sans faille et chaque jour redoublée, parce que j'en ai assez d'entendre parler de cette violence et surtout de la mort d'innocents, de pauvres gens qui ne demandaient qu'à faire leur travail, d'aller au champ, d'aller à leurs activités commerciales, d'aller à l'école pour les étudiants, les écoliers. Et ôter la vie comme ça pour rien, parce qu'on se prend pour un surhomme, parce qu'on croit que ses propres problèmes sont plus importants que les problèmes des autres, qu'on est le seul à souffrir, à être frustré, et donc il faut porter la mort, la désolation. Non, ça c'est... Non, pas dans un état que je veux, moi, que je conçois, non, pas du tout. Je ne l'accepterai jamais. Et ma détermination va toujours crescendo jusqu'au moment où nous y arriverons. Alors qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Parce que vous devez le savoir. Quelqu'un l'a évoqué ici d'ailleurs à juste titre, il y a un problème d'effectif dans notre armée. Et je vous ai dit, donc moi je suis arrivé aux affaires, j'ai fonctionné comme évidemment mes prédécesseurs l'ont fait en s'appuyant sur nos institutions. L'armée en est une, la police aussi. Mais c'est avec le temps, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de magouilles qui minent nos forces de sécurité. Il s'est développé en même temps que la mafia ici dont je parlais depuis une vingtaine d'années, la même mafia dans l'armée, dans nos institutions. Il n'y a pas que l'armée et la police, on l'a vu, regardez au Sénat récemment. C'est toute cette loi de l'omerta, comme on le voyait dans les mafias européennes, la loi du silence. On tue en silence, on magouille en silence, on trafique illégalement, de manière illicite, en silence. C'est comme une sorte de modus vivendi, un code de vie, un mode de vie qu'on s'est convenu sans signer quoi que ce soit, mais bon, c'est une mafia qui arrange tout le monde. Et c'est ça, en fait, c'est à ça qu'il faut, contre ça, qu'il faut s'attaquer. Voilà pourquoi je disais, attention, c'est pas du jour au lendemain que ça se réglera, ce sont des habitudes que des gens ont pris. Donc il faut détricoter ça, patiemment, mais fermement, avec énergie. Voilà pourquoi ça peut prendre un petit temps, mais vous devez accompagner vos autorités qui gèrent cet état d'urgence. Accompagnez-nous, nous devons nous sentir soutenus. Je ne dis pas que vous devez applaudir à tout rompre et sans cesse, non. J'ai d'ailleurs apprécié que certains rappellent qu'il y a état d'urgence, état de siège, pardon, mais qu'on pensait que les droits et libertés allaient s'améliorer ou être garantis. Eh bien non, au contraire, là, ça continue. Le gouverneur militaire qui est là, il m'entend. On ne doit plus violer les droits et les libertés des citoyens. L'état de siège, ce n'est pas fait pour ça. Vous devez veiller à cela. Vraiment, j'insiste, vous devez veiller à cela. L'état de siège est venu pour protéger les citoyens. On ne peut pas, en temps d'état de siège, apprendre que, voilà,
les violences policières ou militaires continuent sur les individus, même si on surprend un individu en dehors de son domicile, sur la voie publique par exemple, à l'heure où le couvre-feu normalement doit être observé, on n'a pas à lui appliquer une violence. On peut faire comme à Kinshasa, je le vois par exemple, on le garde quelque part jusqu'au jour, à l'heure où l'état de siège, le couvre-feu se termine, et on le libère, il rentre chez lui, si on estime qu'il a... Mais on n'a pas frappé, on n'a pas violenté, on n'a pas à dépouiller, non. Ça, vous devez veiller, monsieur le gouverneur, à ce que cela n'arrive pas. Parce qu'il y va aussi de votre intérêt, de la réussite de cet état de siège. La population doit nous accompagner. Si elle a l'impression que avant état de siège, après état de siège plutôt, ou pendant état de siège est égal à avant état de siège, mais nos efforts alors sont complètement inutiles, sont vains, parce qu'à ce moment-là, on n'aura rien fait. Nous avons besoin de l'accompagnement de la population. Pourquoi? Mais d'abord pour dénoncer ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire donner votre appréciation de cet état de siège, mais également de nous aider à appréhender tous ces réseaux mafieux qui minent la sécurité, la stabilité de cette province et de ses citoyens. Vous devez nous aider, parce que beaucoup d'entre vous sûrement ont entendu des choses ou savent des choses, mais dénoncez-les. Je sais qu'en ce moment, il y a une sorte de méfiance, et ce n'est pas qu'en Ituri, je l'ai compris, dans toute la République démocratique du Congo. Je suis congolais, j'ai vu notre population d'année en année retirer sa confiance dans les institutions. C'est vrai, c'est une réalité. Mais moi, mon travail, c'est, depuis que je suis là, c'est de regagner cette sympathie perdue dans les cœurs de nos compatriotes, de redonner confiance de l'État dans le chef de nos compatriotes. Aujourd'hui, vous pouvez demander à 10 Congolais, 10 jeunes Congolais qui viennent de finir leurs études ou qui sont encore dans leurs études, vous pouvez leur proposer d'aller continuer à l'étranger ou de rester au Congo, même s'ils n'ont aucun débouché à l'étranger de sûr, de prévu. Je suis sûr que tous les 10, ou en tout cas 9 sur 10, vont choisir d'aller à l'étranger. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a plus confiance en l'État congolais, en son propre pays. Et vous savez ce qui se passe maintenant comme conséquence, quand on n'a plus confiance dans son État, dans ses autorités, eh bien, on déteste son pays et on tue tout esprit patriotique, on trahit ce pays et on déteste son compatriote le Congolais. Voilà pourquoi depuis le début de mon mandat, j'ai dit je vais restaurer l'amour du Congo et du Congolais pour le Congolais. C'est très important. Mais c'est vrai, je le demande à mes compatriotes, mais nous aussi, autorités, nous devons leur donner ces canaux, ces possibilités d'aimer ce pays et d'aimer leurs compatriotes. Et c'est pour ça que je veux d'un État qui soit à l'écoute de ses concitoyens et surtout, pas seulement écouter, mais qui soit aussi capable de répondre à leurs préoccupations. Voilà pourquoi vous devez soutenir cet état de siège, soutenir vos nouvelles autorités et établir un contact avec elles, ne pas les regarder en disant « bon, ils nous ont amené la solution, on va les juger sur pièce ». Non, ça ne marchera pas. Accompagnez-les, investissons-nous tous, impliquons-nous tous. De cette manière-là, nous ferons avancer la machine. Et je sais que c'est difficile, mais qui sont ces bandits-là pour nous dominer tous comme ça? Quelqu'un a parlé ici de, je pense, 6 millions d'âmes en Ituri. Mais ces bandits, c'est même pas 100 000 personnes. Mais comment ces individus
peuvent mater 6 millions de personnes avec une partie de l'armée et de la police. Mais alors, qui sommes-nous, nous sommes des gens, des bras cassés ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Donc, faisons confiance à nos autorités, liguons-nous tous derrière elles et, comme un seul homme, déterminés, dénonçons ces gens, luttons contre ces choses-là. Vous savez, moi, je crois qu'avec la détermination, on peut arriver à bout de beaucoup de choses. Je vous partage, moi, ma propre expérience. Depuis que je suis là, je vous avais parlé de déboulonnage, je vous avais parlé de lutte contre la corruption, et aujourd'hui, on le voit, c'est vrai que ce n'est pas encore parfait, mais il y a déjà des avancées considérables. Aujourd'hui, de plus en plus, on sent qu'il y a la peur du gendarme, donc de l'État. Aujourd'hui, un responsable, avant de mettre de l'argent dans sa poche, il réfléchit, il dit, ah, si l'IGF passe par ici, na baby. Voilà. C'est ça, c'est à ça que sert l'État. Nous allons restaurer tout ça. On a parlé de justice ici, vous avez raison. Ça, c'est le bras séculier de l'État de droit. Et c'est l'une d'ailleurs de mes priorités et de ma raison d'être insatisfait pour le moment, parce que la justice vraiment est un des ventres mous de notre administration. Nous devons redoubler d'efforts parce qu'il y a, c'est vrai, la responsabilité, la part de l'État. Il faut payer nos juges, nos magistrats, enfin tout le corps judiciaire de manière convenable, décente, pour qu'ils ne soient pas fragilisés par X ou Y tentation. Il faut les mettre dans de bonnes conditions. Quelqu'un a parlé ici d'une seule comment on a dit là, je vais appeler ça une entité juridictionnelle pour, je ne sais pas, 2 ou 3 territoires. Enfin, c'est des choses inadmissibles, mais ça, je crois que c'est dû aussi au fait du démembrement qui a été fait, du passage de 11 provinces qu'on avait à 26, et je crois qu'on n'a pas tout préparé au préalable pour le faire. Maintenant, on est obligé de courir derrière. Donc, c'est du travail qu'il faut faire. C'est vrai, elle est précaire, cette justice, à certains endroits. Donc, c'est notre devoir aussi, je dis, de tout faire en tant qu'État et de mettre les juges dans de bonnes conditions. Mais les juges eux-mêmes, le corps magistral lui-même doit absolument se rendre compte de la mission, de la noble mission qu'il a de restaurer cette crédibilité que l'État congolais doit avoir pour que les choses fonctionnent comme il se doit dans ce pays. Parce qu'il ne suffit pas, j'ai parlé de l'IGF, mais c'est un instrument parmi tant d'autres pour faire respecter la loi. Si l'IGF reste seul comme ça, nous n'aurons que des résultats, des épiphénomènes ci et là. On n'aura jamais une satisfaction globale parce qu'il y aura d'autres pans de l'administration qui ne fonctionneront pas au rendement souhaité. Donc voilà pourquoi c'est important que nous fassions des efforts pour faire avancer toutes les institutions qui peuvent redorer l'image de notre pays et surtout de son administration. Alors, pour terminer peut-être avec le problème de l'état de siège et de la sécurité, c'est de vous dire les décisions qui ont été prises. Vous avez vu, j'ai rencontré les responsables de la sécurité de la province. J'ai dans ma délégation le chef d'état-major général de l'armée lui-même, tous les responsables des services de renseignement, sécurité, immigration sont là.
Tout ça, nous l'avons examiné minutieusement, méticuleusement. Donc il va y avoir très rapidement, dans les jours qui viennent, un renforcement des effectifs déjà sur le terrain, mais également un renforcement des capacités de nos forces armées. Et donc leur puissance, ils vont monter en puissance au fur et à mesure dans les jours qui viennent. Et nous avons très bien compris que leurs conditions de travail doivent aussi être améliorées pour que le rendement sur le terrain soit efficace. Donc comptez sur nous. Ça, ce sont les mesures qui vont être mises en application très vite, très rapidement, dans les jours qui viennent, pour parer à cela, évidemment. Alors, la situation de la jeunesse, elle me tient également à cœur. C'est vrai, le représentant de la jeunesse m'a rappelé certains engagements que je n'ai pas oubliés, mais c'était des engagements pris en forme d'annonce de projets qui vont se faire. C'était pas parce que j'avais promis de le faire que le lendemain, dès que j'avais le dos tourné, ça allait se mettre en pratique. Non. Le fonds d'investissement jeune, puisque vous en avez parlé, il va très bientôt être mis en place. La structure est là. Maintenant, il faut lever les fonds nécessaires et nous allons nous occuper de nos jeunes. Vous savez, moi je comprends un peu l'impatience qu'il y a à vouloir absolument satisfaire ces attentes qui datent depuis longtemps. Ça me réjouit parce que je me rends compte que si on me harcèle entre guillemets comme ça de demandes, de rappels, etc., ça veut dire que je procure un certain espoir. Eh bien tant mieux. Au moins, si je peux procurer cet espoir, c'est déjà ça. Mais maintenant, il ne faut pas s'arrêter à l'espoir, il faut que l'espoir se concrétise. Et donc, qu'on me laisse le temps, je n'en ai pas, c'est vrai en même temps aussi, mais je vais m'organiser, je vais délivrer ce qu'il y aura à délivrer par rapport à ce que je m'étais engagé de faire. Et la jeunesse, pour moi, c'est pour moi, je le dis d'ailleurs dans tous mes discours à ce sujet, pour moi c'est la première richesse de la République démocratique du Congo. Avant même nos minerais, avant notre environnement, nos terres arables, etc. C'est la jeunesse. Et je pleure, moi, de voir notre jeunesse désespérée. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre sur pied des mécanismes pour encadrer cette jeunesse. Vous avez vu, j'ai décrété la gratuité de l'enseignement fondamental, alors qu'on n'avait pas de moyens. Alors que mes adversaires politiques se moquaient de moi en disant et souhaitaient même mon échec pour ensuite récupérer politiquement. C'était un risque, mais que j'ai accepté de prendre parce que j'aime mon pays, j'aime ma jeunesse. Et je me suis dit, peu importe les moyens, mais qu'on commence d'abord avec le peu qu'on a, que ces jeunes qui sont aujourd'hui désœuvrés, en dehors du parcours scolaire, dans des travaux forcés, je dirais même, durs pour leur âge, pénibles, au moins que cette jeunesse puisse regagner le parcours scolaire. Dans l'état où il est, c'est pas grave. Au moins, ils pourront au moins apprendre à lire et à écrire. Ils pourront apprendre à connaître le nom d'un philosophe, d'une méthode, savoir calculer. Au moins, c'est vrai que parce que notre enseignement est à parfaire aussi, le niveau, ce sont des choses à améliorer, mais si on peut les sortir de cette oisiveté ou de ce chemin de perdition dans lequel on les a engagés par des adultes, ce serait déjà ça. Voilà pourquoi j'avais décrété cette gratuité scolaire de l'enseignement. Et donc,
ça va continuer. Ça va continuer parce que je crois que la République démocratique du Congo est capable de doter à sa jeunesse un accès gratuit à l'éducation. Mais toute l'éducation jusqu'au sommet, c'est-à-dire à l'université. Nous sommes capables de le faire. Je sais qu'il y a certains de mes adversaires politiques qui s'en moquent. J'ai vu une fois d'ailleurs une réflexion ou une déclaration, quelqu'un qui disait, oui, mais aux États-Unis, est-ce que l'enseignement est gratuit? Le président, il rêve, etc. Non, moi je dis que c'est lui qui rêve. Parce que les États-Unis, c'est un autre système, c'est eux qui l'ont décidé ainsi. Depuis qu'ils sont États-Unis, ils ont fait de l'enseignement comment j'allais dire, un système élitiste, etc., qui est ouvert à plus on a des moyens, plus on peut. Mais vous avez vu qu'ils organisent eux-mêmes aussi des systèmes de bourse pour aider les familles défavorisées. Enfin, c'est leur système. Nous aussi, nous avons notre système. Les Américains n'ont pas de coltan, les Américains n'ont pas de cuivre, les Américains n'ont pas de cobalt, les Américains n'ont pas de diamants, les Américains n'ont pas d'or, les Américains n'ont pas du chrome, du nickel. Je peux en citer des tas, et ce sont des réalités, ce sont des actifs miniers que nous pourrions mettre en valeur, utiliser à bon escient pour nous permettre de financer ce genre de possibilités, d'activités, et de même prévoir un fonds pour l'avenir de notre jeunesse, les générations futures. Nous pouvons le faire. Alors, c'est pour ça que je dis, nous ne sommes pas des sous-hommes. Si sous d'autres cieux, ils ont réussi, en Libye par exemple, rien qu'avec leur pétrole, ils ont réussi ça. Au Qatar, où je m'étais rendu récemment, l'émir du Qatar m'expliquait comment son père avait bâti ce pays grâce au gaz. Que le gaz que nous avons en masse dans le lac Kivu là-bas, qui nous menace même d'explosion, alors qu'on peut l'utiliser pour générer de l'énergie, etc. Donc vous voyez que nous sommes un peu à l'image de quelqu'un qui se plaint de la soif, d'avoir soif, alors qu'il a les pieds dans l'eau. Et c'est ce rêve-là que je veux transformer en réalité. Avec vous. Pas seul, parce que je n'ai pas de bâton magique. C'est avec vous que nous allons le faire. Mais vous devez croire en ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je comprends. Le Congolais, c'est au fil des années comme ça, désintéressé de son pays, découragé complètement, parce que les signaux peut-être que l'on émettait du sommet n'étaient pas rassurants ou assez incitatifs. Eh bien moi je vous dis, je ne suis peut-être pas meilleur que mes prédécesseurs, mais en tout cas, ma détermination, elle est sans faille, je peux vous la garantir. Je peux vous le certifier, elle est là, ma détermination, et moi je l'offre. Et avec vous, ensemble, nous pouvons avancer et transformer ce pays. Et nous allons le faire. Parce que nous avons une jeunesse ingénieuse, nous avons une jeunesse qui à elle seule compose près de 60%, voire plus de notre population. Elle est active. Et ailleurs, comme dans les pays européens, on nous l'envie. J'espère que vous suivez les débats sur le droit à la retraite, à la pension, etc. Mais on se pose des questions de savoir, mais quelle est la population qui va produire ce que on payera aux personnes âgées, puisque la population va toujours de plus en plus en vieillissant. Et nous, on a une population qui va de plus en plus en rajeunissant, et nous nous plaignons d'être... mais non, il y a un problème. Ça veut dire que nous nous sommes tous désintéressés à un moment donné, parce qu'on n'avait plus d'espoir. Moi, je veux redonner cet espoir. C'est tout, modestement, pas pour dire moi j'ai la clé, j'ai la solution. Non, non, non. La solution, nous l'avons tous, en nous mettant ensemble et en luttant et en nous appuyant sur cette jeunesse. La jeunesse et l'autonomisation de la femme. Moi, je me bats pour ça. La femme
doit jouer un rôle de plus en plus important dans ce pays. Et regardez dans les pays où ça marche, j'aime donner l'exemple des pays du Nord, de l'Europe du Nord, les pays scandinaves, où ils ont eu une avance considérable, même par rapport aux Européens comme eux, comme les Européens de l'Ouest et tout ça. Ils ont mis la femme devant, et leurs pays sont les meilleurs systèmes économiques et sociaux du monde. Les pays où il fait le mieux vivre, ce sont les pays scandinaves. Donc, la femme est très importante. Nous devons avancer culturellement aussi. Parce que je sais que une des raisons justement du retard que nous causons à la femme, c'est ce côté culturel. Où, par exemple, moi j'en sais quelque chose parce que je viens de cette province-là, où on fait marier ses enfants à 12 ans, on l'envoie déjà, alors que c'est un bébé, 12 ans. Un enfant de 12 ans, c'est un bébé. Donc, ce sont des choses comme ça qu'il faut dépasser. Il faut que la femme ait aussi, dès son bas âge, accès à l'éducation, comme le jeune homme, qu'elle aille jusqu'au bout des choses, qu'elle ait les meilleures formations et qu'elle ait aussi, au sortir de là, les meilleures responsabilités. Et j'ai toujours dit, moi je souhaiterais vraiment que mon successeur à la tête du Congo soit une femme. En tout cas, si j'ai l'occasion de le promouvoir, je le ferai, je ferai cette promotion pour que ce soit une femme. Bon, ça c'est autre chose, j'ai pas envie de soulever la polémique. J'ai pas envie que les hommes m'en veuillent. Voilà. Alors, donc je peux dire que la femme, vraiment, c'est un de mes soucis. Je crois d'ailleurs que je peux dire quelques réalisations. Donc j'ai, depuis le 8 mars 2019, 2 mois après mon accession aux affaires, institué une habitude maintenant, c'est de me réunir avec un certain groupe de femmes que j'ai appelé les femmes d'exception. C'est des femmes responsables dans plusieurs domaines. Et donc tous les 3 mois, tous les trimestres, donc à chaque 8 du trimestre, nous nous réunissons et nous faisons le point de la situation quant à leurs droits, leurs activités, et nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons davantage influer, impacter sur la bonne marche de la société. Et c'est vraiment une expérience formidable qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Et certaines d'entre elles, d'ailleurs, ont eu des responsabilités. Il y en a 2 qui sont au gouvernement. Il y en a une qui est au panel de l'Union africaine. Il y en a une que j'ai amenée récemment à Goma. Maman Thérèse Kirongozi, pour ceux qui ne la connaissent pas, celle qui a fabriqué les robots dans la circulation à Kinshasa, qui est une femme géniale, très ingénieuse, et qui a mis au point un dispositif pour purifier l'eau, quelles que soient ses impuretés. Et donc, comme il y avait ce problème de déplacer de Goma, je l'ai amené donc avec moi, et elle a mis au point son système, et c'est en train de fonctionner, et nous allons voir comment on va l'appuyer avec des moyens pour qu'elle grandisse de plus en plus. Et je profite de l'occasion pour dire à notre ami de l'Afrique, je crois celui qui est intervenu, l'entrepreneur, que j'aimerais en savoir davantage sur ce qu'il fait, parce que vraiment ça me plaît de savoir qu'il y ait des Congolais qui sont en capacité d'autofinancer, de préfinancer plutôt leur travail, leurs travaux, et donc qui ont simplement besoin de reconnaissance de l'État, d'accompagnement. Nous allons en reparler.
Alors, le DDR-CS, j'ai pas voulu en parler dans la partie état de siège parce que il y avait cette question soulevée par le jeune, le représentant des jeunes, à propos de l'emploi jeune. Vous avez raison. Nous penserons à cela. Très bientôt, je vais mettre sur pied plutôt les coordonnateurs du processus DDR-CS, désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire, et le S c'est pour la stabilité. Voilà. Donc, je compte vraiment sur ce processus parce que je crois que dès qu'il sera opérationnel, il va nous aider à sortir beaucoup de jeunes des groupes armés. Et non seulement de les sortir de là, mais de les rendre utiles. C'est ça que je veux aujourd'hui. Parce que jusqu'ici, ça n'a pas fonctionné, parce que ça s'arrêtait toujours. Le processus s'arrêtait en cours de chemin. Là, nous voulons vraiment aller jusqu'au bout. Et donc, il nous faut des hommes et des femmes costauds qui vont animer ce processus-là, ce dispositif DDR-CS, pour nous permettre de sortir ces jeunes et de les réinsérer ensuite au bout du processus dans la société avec une qualification ou une activité de sûr. Comme ça, ils sont totalement désintéressés de ce qu'ils faisaient avant. Et là, je dois vraiment le dire parce que c'est un geste qui m'a énormément touché. C'est vraiment remercier de tout cœur la Banque mondiale, par exemple, car dès que nous avions mis au point ce DDR-CS, statutairement, juridiquement, la Banque mondiale a d'emblée décidé comme ça d'allouer déjà, pour commencer, 50 millions de dollars à notre actif. Donc ça veut dire que nous avons déjà un fonds pour démarrer. On ne va pas chercher des moyens, devoir encore gratter dans le budget. On a des fonds de la Banque mondiale. C'est vrai que le budget aussi s'y mettra, mais là on est on est paré pour voir venir pendant encore quelques temps. Donc nous allons vraiment nous impliquer là-dedans. Donc là, puisque vous en parlez, je vous le promets, c'est avec la jeunesse que le DDR-CS va travailler, évidemment. Donc, alors il y a la société de Sokimo aussi. Madame, je vous salue, encore mes hommages. Vous en avez parlé, mais moi je notais pendant que le représentant des jeunes parlait, parce que ça faisait partie d'une de mes promesses. Je disais, il faut que la Sokimo se relève. Et c'est possible. Le cas de la Sokimo est à peu près similaire à celui de la MIBA dans le Kasaï et à celui de la Gécamine dans le Katanga, quoique Gécamine, on peut dire ça avance un peu mieux que les deux autres précités. Et donc c'est de notre devoir de tout faire pour remettre ces sociétés sur pied et d'employer le plus possible de jeunes. On pourra le faire. Et donc c'était cette promesse-là. Pourquoi elle ne s'est pas encore réalisée? Mais parce que tout simplement les problèmes politiques avaient eu beaucoup d'incidence sur la prise de décision dans ce genre de choses. Vous voyez, il y avait une certaine lourdeur politique à un certain moment. J'ai parlé ici de déboulonnage, si vous voyez ce que je veux dire, qui avait fait que, bon, pour prendre des décisions, c'était assez lourd, il fallait toujours discutailler, traîner, etc. Mais aujourd'hui, qu'on a les coudées franches, on pourra avancer clairement. Alors, oui, donc je crois que pour la jeunesse, bon, il y a évidemment cette problématique de groupes armés, je l'ai dit, mais dans le processus des DRCS, cela va être réglé. Alors, il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a vraiment touché particulièrement. C'est vrai, vous avez parlé des Itouriens, mais c'est le sentiment que je perçois chez tous les jeunes.
c'est celui de penser qu'ils sont oubliés. Non, nous n'avons pas oublié la jeunesse. Et c'est pour ça que je vous parlais de toute cette déstructuration de notre société qui a fait que les jeunes ne croient plus, les jeunes ne sont plus animés d'espoir, etc. Mais aujourd'hui, moi, le signal que je veux donner, c'est que l'État veut s'occuper de la jeunesse. Mais attention, pour danser le tango, comme on dit, il faut être à deux. Donc, moi, je veux danser le tango, mais il faut que la jeunesse vienne aussi, on va danser avec elle. Sinon, c'est pas possible. Je vais parler comme si je prêchais dans le désert, et devant, en face, il n'y aura rien. Les jeunes doivent croire que je leur veux du bien, que je ne veux pas les utiliser à de viles besognes. Non, moi, je veux les utiliser pour ce qu'ils sont. J'ai parlé du fonds d'investissement jeune, c'est pour leur donner, je connais notre jeunesse, je sais qu'elle est ingénieuse. Nos jeunes, ils font des choses, des miracles. J'en ai sponsorisé quelques-uns, je ne fais pas de bruit à Kinshasa. Je remarque sur les réseaux qu'il y a un jeune dynamique, je demande qu'on prenne contact avec lui. En silence, je lui demande qu'est-ce qui le boosterait dans ses activités et je donne les moyens à ma disposition. Et voilà, donc je me suis prêté souvent à ce genre de choses, mais j'ai soif de le faire à un échelon plus large. Et donc, il faut mettre sur pied un fonds de garantie pour que les jeunes puissent accéder au crédit et mettre en application ce qu'ils ont comme idée, comme initiative. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en même temps qu'un fonds d'investissement aussi pour voir comment est-ce qu'on peut les accompagner. Je vous l'ai dit, je le redis encore, pour moi, la première richesse de ce pays, c'est sa jeunesse. Et si nous ne savons pas utiliser cette richesse, nous n'arriverons à rien du tout. Et je constate aussi que c'est pareil, même pour les richesses naturelles, les ressources naturelles que nous avons. Nous n'arrivons jamais à les capitaliser. Et c'est ça le grand défi, en fait. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, sécuritaire et tout, c'est ce défi-là, la jeunesse. Si on réussit à l'encadrer, on va régler les problèmes de jeunesse. Si on réussit à l'encadrer, on va régler les problèmes de chômage. Si on réussit à l'encadrer, on va régler les problèmes du développement de notre pays. Parce que dans la construction, dans l'agriculture, dans tout ce qu'on peut imaginer, dans le numérique, qui est aussi un créneau que je suis en train de favoriser pour la première fois. Nous avons maintenant un ministère du numérique, mais il n'y a que avec la jeunesse qu'on peut faire des exploits dans ce genre des activités. Donc vous comprenez bien que il faut que cette jeunesse croie qu'on veut faire quelque chose pour elle et qu'elle ne reste pas bras croisés en se disant bon, on va regarder, nous on attend qu'on nous donne de l'argent, qu'on nous donne des t-shirts pour aller danser, non. Qu'elle nous interpelle, qu'elle vienne vers nous et dans cet échange qu'il y aura avec elle, nous allons trouver les voies et moyens de la promouvoir. Alors, oui, il y avait une question aussi, que faire des communautés étrangères qui entretiennent la violence, n'est-ce pas? Bon, c'est vraiment une problématique assez bizarre, mais qui est encore une fois liée au phénomène de nos frontières qui sont poreuses et de notre administration qui est absente. Nous avons un grand pays qui malheureusement n'est pas couvert partout, n'est pas représenté, l'État n'est pas représenté à tous les niveaux et à tous les endroits, malheureusement. Ça, c'est aussi un défi que nous avons. Dans les discussions que nous avions eues au niveau sécuritaire, il a été question justement de ces communautés étrangères qui, pour certaines, véhiculent de la violence. Je crois, moi j'ai toujours pensé qu'il ne faut jamais stigmatiser toute une communauté. Non.
Sinon, c'est ainsi que vous arrivez à des phénomènes genre génocide, tribalisme, régionalisme, toutes ces bêtises-là, toutes ces anti-valeurs-là. Je ne crois pas qu'on peut avoir une communauté composée que de mauvais. Non, il y a des gens corrects. Il y a des gens qui sont venus dans notre pays qui veulent s'intégrer, qui veulent marcher comme tout le monde, faire leurs activités comme tout le monde, gagner leur vie comme tout le monde. C'est que d'être accueilli dans un pays étranger où on n'a aucune attache. Donc, je suis solidaire de ces gens qui viennent parce qu'en détresse, parce que démunis, parce que ayant besoin d'abri. Mais en même temps, je ne tolérerai pas que parmi eux, il y ait des gens qui amènent de la violence et qui commencent à commettre cette violence sur les paisibles, nos paisibles compatriotes, qui les ont accueillis pour la plupart. Donc, ça c'est une recommandation que j'ai faite aux autorités provinciales et sécuritaires, de nettoyer tous les individus qui auront commis des exactions quelconques s'ils sont étrangers. On les nettoie. Si par malheur pour eux, ils tombent dans un échange de feu avec notre armée, ben, tant pis. Si on met la main sur eux de manière pacifique et qu'on les emmène en prison, ben, tant mieux, ils auront au moins la vie sauve. Mais après l'exécution de leur peine, on doit les expulser de la République. On n'a pas besoin de gens pareils. Mais en même temps, les communautés qui restent paisibles, il faut les aider à s'intégrer. Parce que justement, de notre comportement envers eux dépendra aussi leur comportement. Donc il ne faut pas non plus se montrer agressif, les rejeter d'emblée, parce qu'on risque de développer chez eux d'autres réflexes qui ne seraient pas une très bonne chose pour nous. Alors, on a parlé du développement des infrastructures. Monsieur l'ancien vice-gouverneur, vous avez un beau parcours. Je n'ai pas retenu, il y a tellement beaucoup de choses que vous avez faites, c'est très bien. Et je suis totalement d'accord avec vous. Les gens vont dire que je vais encore faire une promesse, oui, je vais la faire. La proposition que vous faites de prolonger la piste, on va s'engager à la faire. Je vais m'engager, je vais suivre ça personnellement. Mes conseillers sont là, ils ont noté, ils ont pour devoir de me le rappeler tout le temps. Nous devons prolonger cette piste. Il n'y a que quoi? Vous avez dit 600 mètres ou quoi à rajouter et on pourra avoir des avions gros porteurs qui pourront atterrir ici. Déjà, on a le balisage, donc c'est formidable. Donc on pourra avoir nuit et jour des rotations. Donc c'est possible de le faire, on va le faire. Je suis d'accord avec vous, il faut continuer à développer les infrastructures. Et là, je reviens peut-être sur la première intervention de Madame la ministre provinciale, députée, qui a aussi un beau parcours, pour lui dire, oui, Madame, la RN 27, je pense, si je ne me trompe, c'est celle qui vient de Mahagui, n'est-ce pas? Voilà. Il y a un projet pour ça, mais pourquoi on n'en parle pas encore? Parce que moi, j'aime les choses, parler des choses lorsqu'elles se concrétisent. Mais il y a un projet pour ça. Pourquoi est-ce que ça a été beaucoup plus vite celle de Kassindi, Beni, Butembo? Ben parce que les moyens se sont présentés. Direct, les moyens sont là, l'entrepreneur est là, on est prêt à démarrer, donc on ne peut que mettre ce projet en avant et l'encourager. Mais dans nos tiroirs, il y a ce projet-là. Mais aujourd'hui, en parler serait aller vite en besogne, parce que quelqu'un l'a souligné ici, dès que vous en parlez, les gens pensent que c'est demain déjà que ce sera opérationnel. Donc il ne faut pas encore trop inciter ces attentes alors qu'elles sont déjà là, mais les exciter même. Donc je ne veux pas
le faire, mais ce projet existe. Soyez-en sûrs. Et d'ailleurs, le jour où on va le mettre en pratique, je serai là et j'espère que vous serez là aussi. En tout cas, Dieu nous prêtera vie, c'est sûr, pour qu'on l'inaugure ensemble. Et je vous prendrai pour qu'on aille là-bas et qu'on aille voir les débuts des travaux. Mais ça existe. Mes conseillers sont là. Je vois Jean-Claude, je vois Pacifique. Vous savez que c'est... Bon. Donc, on n'en dira pas plus. Alors, peut-être je voudrais faire une petite parenthèse ici pour parler un peu de mon... j'allais dire de mon plan de développement, si je puis l'appeler ainsi, qui, je crois, va résoudre beaucoup de problèmes ici. On a parlé de l'administration, je suis conscient de ça, de l'absence de l'autorité de l'État. Et moi, je crois que le Congo, c'est un cas particulier. Nous avons un pays de 2 345 000 km². C'est pas évident. Ceux qui ont été en Europe, vous voyez la superficie des pays de l'Europe de l'Ouest. Donc vous prenez la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Donc vous prenez tous ces pays ensemble. C'est ça la République démocratique du Congo. C'est 80 fois la Belgique, 4 fois et demi la France. C'est énorme. C'est un grand pays. C'est un demi-continent. Donc je ne pense pas que on va, par des thérapies sélectives comme ça, régler ça. C'est pour ça que j'ai pensé à un plan global. On part des territoires, donc de la base. On en a 145 dans ce pays. Et on va doter chaque territoire d'un budget. Et là, nous sommes en ce moment en train de concevoir le programme et même d'élaborer ce budget. Et surtout d'en trouver les sources. Nous les trouverons. Moi, je suis convaincu que nous les trouverons. Je vous ai parlé de nos actifs miniers et autres. Nous trouverons cet argent. Parce que les miniers, eux, ils viennent, ils se font beaucoup d'argent dans notre pays et nous restons pauvres. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a de l'argent quelque part qui nous passe sous le nez. Et quand on regarde certains comptes en banque de Congolais qui ont gravité autour de ces miniers, là, on comprend où va l'argent. Bon, ça, c'est une autre histoire. Je n'ai pas soulevé la polémique. On trouvera cet argent. Et je veux des administrateurs du territoire qui soient aptes à le faire. Donc il y aura sûrement encore des bouleversements. Et nous avons une bonne réserve. Nous avons une école formidable ici au Congo, à Kinshasa. Notre ENA a fabriqué beaucoup de commis de l'État, de grands commis de l'État. Et nous pouvons puiser, nous avons une réserve. Je parle de ça, mais il y a aussi ailleurs. Donc on a beaucoup de cerveaux dans ce pays qui chôment, qui demandent de l'emploi. On trouvera les bons administrateurs de territoire qui, grâce à ce budget, vont nous aider à nous développer à partir de la base. Donc, il n'y a pas mieux que pour connaître les problèmes des territoires. Et donc, la première mission de ces territoires sera de relier le territoire voisin. Chaque territoire aura pour mission, sera doté d'une brigade routière, d'une brigade agricole. Mission reliée, même encore sur de la terre, comment on dit ça, la terre battue, peu importe, mais au moins de rendre des routes praticables dans un premier temps, en attendant qu'on génère de la richesse et plus tard qu'on puisse asphalter. Ce sera ça la mission, donc relier les territoires voisins, le ou les territoires voisins, doter le territoire d'eau et d'électricité, même par des forages et par le solaire, l'énergie solaire. On verra petit à petit comment est-ce qu'on ira dans l'hydroélectricité, on verra doter le territoire d'infrastructures administratives, donc tribunal, on a parlé de la maison même qui va abriter le siège de l'administration même du territoire, enfin, école et école je veux dire, de référence et hôpital ou centre de santé de référence. Voilà, on va partir dans des choses comme ça pour commencer. Et petit à petit, nous allons évoluer. Et je suis sûr que dans les années qui viennent, et ça va aller assez rapidement, grâce aux efforts évidemment que nous allons fournir
au niveau du sommet de l'État, l'impulsion que nous allons donner, nos territoires vont avancer sous le contrôle évidemment des provinces, qui elles-mêmes seront contrôlées par le gouvernement central. Je crois que ça va aller. Donc c'est ce qui est en train de se faire maintenant, qui se conçoit en ce moment au niveau du gouvernement et au niveau de la présidence. Et le moment venu, lorsque nous serons prêts, je pense cette année en tout cas, j'espère, avec les fonds et avec le programme finalisé, nous allons le présenter à la nation et vous verrez que ce sera un début de quelque chose. Et là, nous aurons besoin de toutes les mains. On a parlé de la jeunesse ici. Nous aurons besoin de tout le monde. Tous nos jeunes qui sont médecins et qui sont au chômage, tous nos jeunes qui sont dans l'enseignement ou qui veulent en faire, tous nos jeunes qui veulent construire, qui veulent aller dans la construction d'infrastructures, la maintenance de nos routes. Il faudra maintenir ces routes. J'ai parlé de brigades agricoles, mais on aura besoin de jeunes dans l'agriculture, parce que là, nous allons avoir des routes, nous allons produire, et il y en aura suffisamment pour nourrir le peuple, mais également sûrement pour exporter et donc créer de la richesse. Donc voilà, je crois que j'ai voulu vous en parler pour répondre en tout cas aux soucis que les uns et les autres ont exprimés ici, et vous montrer que nous sommes déterminés. Nous ne sommes là que depuis 2 ans et demi, avec les complications que nous avons connues, etc. Mais nous ne sommes pas découragés, notre détermination reste sans faille. Les dossiers sont multiples, mais ça ne nous effraie pas. Nous allons les aborder parce que c'est notre mission, parce que c'est notre devoir de servir la nation, de servir les Congolais. Nous sommes au service des Congolaises et des Congolais. Alors, oui, la question aussi que notre ami de la FEC, je pense, avait posé, en tout cas c'est en rapport avec le business, et, oui, c'est lui d'ailleurs, par rapport au code d'investissement. Oui, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, ça je vais le vérifier. Ce n'est pas normal, le code d'investissement, il est national, il n'est pas sectaire. Donc c'est pas normal qu'il ne soit pas d'application ici. Bon, ça doit être lié à un dysfonctionnement quelconque que je vais très vite voir, parce que ça fait aussi partie de l'amélioration du climat des affaires, dont d'ailleurs j'ai créé une cellule au niveau de la présidence. Donc nous devons, je vais très vite en rentrant poser ce problème à mes collaborateurs pour voir dans quelle mesure on peut suivre, à la fois pour Ituri mais aussi ailleurs. Peut-être que le problème que vous posez se présente aussi ailleurs, et là vous avez même, je veux dire, aidé vos compatriotes d'ailleurs à accéder aussi à bénéficier de ce code. Donc vraiment merci. Nous allons nous mettre très vite à la tâche pour savoir ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'il n'est pas d'application ici en Ituri. Oui, alors donc par rapport à ce que vous avez dit pour le préfinancement, idem aussi, je ne vais pas dire de bêtises en vous orientant d'une manière ou d'une autre, mais c'est très important de savoir avec qui vous devriez passer cet accord. Est-ce avec le gouvernement central ou avec la province? Très vite on le saura. Je ne sais pas si quelqu'un peut déjà répondre à cette question ici. Sinon, prenons le temps de réfléchir et de répondre à notre compatriote qui est à encourager. Moi, je vous encourage et vraiment, je suivrai votre évolution. Je veux que vous obteniez ce contrat-là, que vous fassiez ces tronçons de route ici, à l'intérieur de Bunia, et que, pourquoi pas, on a parlé ici de relier les territoires, pourquoi ne pas avoir aussi cette tâche aussi de le faire. Donc vraiment comptez sur moi et sur mon accompagnement, on va le faire. Alors, oui, Madame de Sokimo, je reviens à vous.
L'idée de la brigade minière, bon, je crois qu'elle dépend de la société Sokimo. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je crois que c'est la Sokimo qui doit le faire. Et vu le peu de moyens qu'elle a en ce moment, ça va être difficile pour moi pour elle plutôt de mettre ça en pratique. Mais nous avons un plan pour la Sokimo. Nous avons nous avons eu quelques contacts destinés à redonner ces lettres de noblesse à cette entreprise. Donc là aussi, je ne vais pas en dire davantage. J'attends de voir la finalité de ces discussions parce que mon souci était celui-là. Et je l'ai dit à ses partenaires. C'était l'une des conditions d'ailleurs pour discuter, conclure quelque chose avec eux. C'était qu'on s'investisse ensemble pour relever la Sokimo et lui redonner ses lettres de noblesse. Et donc à partir de ce moment-là, je crois qu'elle sera en mesure d'engager et de se protéger justement avec cette brigade minière pour empêcher l'orpaillage sauvage. Parce que, évidemment, ce sont des fuites de moyens de rentrer pour le trésor public et nous devons tout faire pour empêcher cela. Idem pour la production artisanale dont les retombées nous échappent. Mais ça, on en a parlé d'ailleurs, je crois, hier encore, je pense, avec certains de mes collaborateurs. Ça, c'est dû sûrement à un problème fiscal de notre système fiscal qui est très très mal, qui n'est pas très attrayant en ce moment et qui décourage même nos propres compatriotes. Vous voyez que je parlais de patriotisme ici, du Congo qui n'intéresse plus ses propres habitants et qui préfèrent aller ailleurs. Voilà un exemple patent de ce que nous commettons comme erreur et qui pousse nos compatriotes à regarder ailleurs, sous d'autres cieux. Et ça, ce n'est pas normal. Donc nous pouvons discuter. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, nous avons, avec notre admission dans l'East African Community, la possibilité de jouer d'égal à égal avec les pays voisins. Donc nous n'avons plus grand-chose à craindre et surtout pas faire peur à nos propres entrepreneurs, à nos artisans à nos artisanaux là qui vont partir dans les pays voisins pour écouler des produits exploités chez nous. C'est pas normal. Donc ça aussi, ça fait partie de nos objectifs. Il y a cette réforme fiscale qui se fait de plus en plus nécessaire, urgente. J'en ai parlé avec le nouveau ministre des Finances. Déjà même le sortant avait reçu ce mandat-là de réformer notre système fiscal. Je crois qu'il n'a pas eu le temps avec tout ce qu'il y a eu au niveau politique. Mais cette fois, c'est l'une des tâches principales du nouveau ministre des Finances et je crois qu'il va se mettre très vite au travail. Alors, notre ami étudiant, oui, bon, je suis totalement solidaire avec ce que vous avez dit à propos de l'impact de la violence sur l'enseignement. Je sais que ça a beaucoup, comment j'allais dire, fait de dégâts, impacté sur nos jeunes. Je ne peux que faire un constat malheureux et vous répondre un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire par la détermination que nous avons, non seulement de mettre fin à cette violence, non seulement de sortir les jeunes de ces groupes armés et de les remettre dans la vie normale, non seulement d'assurer la gratuité. Nous avons commencé avec le niveau fondamental, nous irons plus haut au fur et à mesure que les moyens seront là et nous allons les générer. On le voit aujourd'hui, notre économie, nos recettes s'améliorent de plus en plus et ça va continuer. On a parlé de la production artisanale qui fouille dans des pays voisins. Il faut recadrer tout ça, il faut ramener tous ces moyens
et donc les mettre au service des institutions d'enseignement, du système plutôt d'enseignement, du système de santé aussi, parce qu'on a parlé de la gratuité de l'enseignement, de l'éducation, mais je n'ai pas parlé d'un autre projet que j'ai qui est en marche en ce moment vers sa concrétisation, c'est celui de l'accès aux soins de santé aussi, de l'accès universel. Tous les Congolais pourront se faire soigner dans les centres de santé de leur choix et de manière gratuite, libre. Donc c'est aussi ça que nous essayons de mettre, nous sommes en train de mettre sur pied. Ça a été retardé malheureusement par toute cette année 2020 de Covid qui nous a vu devoir déplacer les moyens pour faire face à la pandémie. Nous espérons que cette année, malgré la recrudescence que l'on observe. Bon, la problématique des frais académiques, j'ai le ministre de l'enseignement supérieur ici et universitaire, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, vous le direz. Nous, bon, moi j'ai très peur de m'avancer là-dessus parce que on va dire encore, ah oui, mais il a promis qu'on allait rabaisser nos frais et puis on paye. Moi, c'est vraiment un vœu, c'est un vœu que j'aimais. Je souhaite vraiment que cette problématique soit réglée. Bon, mais en même temps, il y a aussi cette histoire de pouvoir d'achat des parents. Bon, en même temps, les gens vont vous dire, mais les frais académiques au Congo sont un prix abordable. Enfin, c'est toujours cette polémique. Mais je crois que, bon, le spécialiste maison est là. Nous réfléchissons à ça. Nous essayons en tout cas de faire tout ce qui est possible pour soulager les parents. Donc, le but de la gratuité, c'était celui-là. En plus du fait qu'il faut donner la chance à tous les enfants de la République d'avoir une éducation, c'était aussi, dans le contexte actuel, de soulager un peu les parents, parce que ça devenait mortel, cette histoire d'exiger que les parents payent les professeurs, etc. Donc, c'était un peu ça le but, mais on espère vraiment, au fur et à mesure qu'on aura les moyens, de pouvoir vraiment régler ces problèmes qui, sous d'autres cieux, ont trouvé solution. Alors, quant aux conditions des étudiants, là aussi, je crois que j'ai suffisamment, notre gouvernement en tout cas, le montre, nous avons suffisamment montré notre détermination à vouloir aussi avancer de ce côté-là. Chaque fois qu'il y a les possibilités, nous essayons. Vous avez vu, avec le campus de Kinshasa, nous l'avons réhabilité de fond en comble. Aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont complètement rénovés, modernes et prêts à être utilisés par les étudiants. Le même exercice s'est fait à l'UPEN. Les travaux ont déjà commencé. À l'INBTP, vous voyez, donc au fur et à mesure qu'on a les moyens, on le fait. Je sais aussi, mais ça c'est pas à vous que je l'avais dit, mais à certaines autorités d'ici, à propos de l'université de Bunia, il y a quelque chose, je n'en dirai pas plus, mais il y a quelque chose qui est entrepris, donc ne soyez pas étonnés si vous voyez des débuts de travaux dans les jours qui viennent. Et avec partout là-bas, comment on dit, la mise en service d'Internet, d'un réseau Internet gratuit. Donc on l'a fait au campus, on l'a fait à l'INBTP, à l'UPEN, etc. Donc on va le faire. Au fur et à mesure qu'on aura les moyens, on va avancer. Parce que je vous l'ai dit, moi, la jeunesse, c'est mon souci, sa formation, son avenir. Parce qu'après nous, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont nous remplacer, qui vont tenir ce pays. Et il faut les former, il faut les préparer. Il faut leur donner le goût de ce pays, l'amour de ce pays et de leurs compatriotes. Donc, comptez sur moi.
on va le faire. Alors, il y avait une question aussi sur la mécanisation des enseignants. Je ne sais pas, Monsieur le ministre, si vous avez suivi notre ami l'étudiant et si vous avez quelque chose à dire à ce propos. C'est vous qui êtes au fait de... Vous pouvez donner le micro au ministre, s'il vous plaît. Heureusement que je suis avec vous, hein, donc tant mieux. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec tous mes hommages. La question qui a été posée est en train d'être abordée dans le cadre de notre gouvernement. Pour ce qui concerne la mécanisation, le problème est global pour tous les pays. Et donc, nous avons signé avec le ministre du Budget un accord pour que progressivement, les enseignants qui ne sont pas mécanisés le soient sur base du budget qui nous sera alloué chaque semestre. Okay. Donc cette question, elle va commencer à être résolue de manière progressive. Okay. Pour ce qui concerne la formation des enseignants, puisque c'est un problème qui se pose pas seulement ici, mais dans tous les pays, seulement pour cette vague Covid, nous allons vers 230 professeurs qui sont morts. Donc nous avons un devoir de pouvoir renouveler les professeurs, le corps académique. Et pour ça, nous sommes en train d'envisager ensemble avec l'UNESCO un programme pour une formation de qualité au niveau du 3e cycle. C'est ainsi qu'au niveau de l'Est, l'Université catholique de Graben de Butembo, qui remplit les critères, nous lui avons autorisé à faire fonctionner le 3e cycle jusqu'au niveau doctoral. L'Institut, l'ISP Bukavu, va aussi former des professeurs jusqu'au niveau doctoral. Comme ça, la bande de l'Est, Kisangani, Butembo et Bukavu, nous allons avoir des poules pour la formation des professeurs. On croit que dans les 10 ans qui arrivent, nous aurons suffisamment de professeurs pour cette région ici qui en manque. Okay. Le même programme, on va le faire au Kasaï, à Boudjimaï. On est en train aussi de vouloir l'étendre au niveau de l'Équateur pour que des professeurs de Kinshasa, on les déplace pour former d'autres professeurs dans leur lieu. À ce moment-là, nous allons renouveler la classe. Donc, je crois que j'ai été hier à l'université de Bunia et j'ai profité aussi aujourd'hui pour aller à l'Institut supérieur, à l'ISP de Bunia. Et il y a des choses que je leur ai dit que nous allons devoir faire. Heureusement, vous venez de souffler un peu puisque dans le cadre de la stabilisation de l'Est, il y a un programme pour la construction d'une partie de l'université de Bunia. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Alors peut-être pour terminer avec notre ami étudiant, vous avez parlé des débouchés des étudiants diplômés, etc. Bon, ça c'est le problème de création d'emplois auquel nous sommes confrontés, mais pas seulement ici au Congo, c'est dans le monde entier, ce problème se pose. Chez nous, moi je crois qu'il y a une forte marge d'expansion, en tout cas dans ce domaine, mais au préalable, il faut restaurer le rôle, l'autorité de l'État. Pardon. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Il faut inciter davantage le secteur privé, parce que c'est ce secteur qui est le plus créateur d'emplois. Il faut le mettre en situation de pouvoir fonctionner comme il le faut. J'ai parlé d'incitation fiscale qui devrait venir avec cette réforme que j'appelle de mes voeux. Mais évidemment, il faut aussi une justice qui fonctionne et qui garantisse les investissements. Lorsque l'investisseur n'est pas rassuré ou il pense pouvoir perdre son bien investi demain, parce que en justice, dans notre justice, il y a des magistrats véreux qui vont se mettre avec des mafieux pour le déposséder de son bien. Bien entendu, il ne va pas investir. Et tout ça, c'est un manque à gagner pour l'État et manque aussi à employer, j'allais dire, pour cette jeunesse qui demande de l'emploi. Donc je crois que c'est un effort que l'État doit fournir. J'en suis conscient, et nous allons le fournir. Je ne sais pas quand, ça se fera au fur et à mesure. C'est un problème d'ailleurs qui sera là, toujours, de génération en génération, ce problème se posera. Mais je crois que le plus grand
rôle que l'État peut jouer, mais c'est celui de comment on va dire ça, de garant de ce bon fonctionnement des choses, garant de l'engagement du privé dans des partenariats, soit avec l'État, soit privé entre eux, et dans cette évolution qui fera que le secteur privé pourra créer le plus d'emplois possible. Mais il y a aussi la formation. C'est vrai que vous avez parlé des jeunes diplômés, d'accord, mais est-ce qu'ils sont d'un bon niveau? Cette problématique s'est souvent posée aussi en République démocratique du Congo. Est-ce qu'ils sont d'un niveau adéquat pour pouvoir intéresser évidemment ou frapper dans l'œil d'un employeur? Ça aussi c'est la question. Est-ce qu'il ne faut pas refaire de formations supplémentaires, de mise à jour, de mise à niveau? Enfin, c'est vraiment une grande problématique qui nous concerne tous, État, secteur privé et autres milieux d'activité, autres secteurs, j'allais dire. Voilà. Donc je crois que ce que je tenais à dire ici, parce que j'ai épuisé tous les sujets, à moins que j'en ai oublié un, je ne sais pas si on va me le rappeler, mais ce que je voulais dire... oui, maman? Oui, allez-y. Merci, Son Excellence. Présentez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez retirer juste, oui, le masque, comme ça je vous entends mieux. Merci, Son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Oui. Pour nous, c'est une grande joie de nous avoir dans nos murs. Merci. C'est une grande consolation. Comme vous avez soulevé les problèmes des femmes, c'est surtout les mamans. Je suis Madame Massanka Magloire. Okay. Je suis chargée de l'administration et la sous-traitance des Sokimo. En ce qui concerne? Sous-traitance. Ah, de la sous-traitance. À la Sokimo, oui. Mais je suis la bouche des femmes, oui, des réseaux REFEC de la Sokimo, qui vous transmet d'abord leurs salutations. Merci. Et des remerciements, puisque vous présentez en ce moment et dans une zone où on ne pouvait pas croire que vous allez passer même la nuit ici. C'est déjà l'amour. L'amour, vraiment. Ils m'ont chargé de vous transmettre leurs salutations et leur reconnaissance. Merci beaucoup. Mais ils posent les problèmes concernant, puisque je salue aussi la présence de nos autorités, maman PCA qui est dans la salle. Je suis ravi de trouver aussi qu'il y a une délégation syndicale à côté. Ah ben, c'est très bien. Le problème est que vous avez déjà épinglé beaucoup de points qui étaient problèmes de maman, puisqu'il voulait vous faire voir que s'il y a l'insécurité, plus en Djoukou, c'est puisque les usines de la Sokimo se trouvent dans cette concession-là. Et c'est la Sokimo qui prenait en charge tous ces jeunes. J'encourage notre frère. C'est la Sokimo qui engageait tous ces jeunes dans les mines. Mais leurs parents sont impayés. Ils ne savent pas prendre la charge de la famille. Nous voyons aussi le phénomène de Koulouna. C'est dû à la souffrance, au chômage, au non-emploi. Bien sûr. Et ces enfants sont les enfants des chômeurs. Les autres, leurs papas sont en retraite, mais ils n'ont pas été payés. Ils ne savent pas comment aller en retraite pendant plus de 80 mois. Et dans l'entretemps, il y a des expatriés dans nos concessions. AGK a occupé des années Mongwalu. Il y a les MGM là-bas. Je ne sais pas, les syndicalistes sont bien informés. Moi, je viens, les mamans demandent que vous puissiez voir le problème de ceux qui occupent indignement. Et ils nous doivent, comme les Kibali Gold, en Ituri, puisque tous les... Ils doivent à qui? Je n'ai pas très bien compris. Ils doivent à qui? À Sokimo?
Kibal, oui. Eh ben, je crois très que bien. les détails, la direction et la délégation syndicale... Je vous ai dit, maman, que nous sommes en train de nous pencher sur le cas de la Sokimo. Merci. Parce qu'il est question de la relancer, lui redonner ses lettres de noblesse. Merci. Donc, ça prend le temps parce qu'il faut trouver le partenaire idéal Oui. et non plus aller dans des partenariats comme ça s'est fait aujourd'hui et que je dénonçais tout à l'heure. Je dis, voilà, nous on fait des partenariats, le partenaire, lui, il arrive, il devient de plus en plus riche Oui. et nous, on n'a que nos yeux pour pleurer, nos plaintes de chômage, etc. Donc, nous sommes en train de regarder ça et je crois que nous aurons de bonnes nouvelles d'ici quelques temps. Merci, Son Excellence. Et le deuxième point, les mamans m'avaient chargé de vous rappeler que l'année passée, l'année 2019, vous avez pris l'engagement au stade de Martyr pour qu'il y ait une journée, puisque ces femmes se confient maintenant à Dieu. Et comme vous êtes chrétien pratiquant, ils ont demandé que vous ne puissiez pas oublier la promesse que vous avez faite, que vous décréterez une journée dans la République démocratique du Congo. C'était le 23 juin 2019 pour dédier cette journée au Seigneur et que ça soit généralisé pour que toute la République reconnaisse ça. Et si une audience peut m'être accordée, je serai très ravi, monsieur le... Merci. Je vous réponds directement pour ça, pour dire que l'année 2020, il y a eu cette journée. C'était la dernière de l'année. Rappelez-vous, le 31 décembre, si vous avez regardé à la télé, moi j'ai présidé d'ailleurs, enfin c'était plus une soirée, parce que justement les hommes de Dieu avec qui je partage la foi m'ont rappelé cela l'année dernière et c'est moi qui avais décidé, en fait j'ai dit mais voilà, cette année a été une année très difficile pour le monde entier mais aussi particulièrement pour nous, on a perdu des proches, etc. Il vaut mieux attendre la fin de l'année pour que ceux qui vont être vivants à ce moment-là rendent grâce au Seigneur pour ce qui a été fait. C'est ainsi on avait fait ça le dernier jour de l'an, le 31 décembre, et on a passé d'ailleurs la veillée, le réveillon ensemble dans la prière. Maintenant, vous dites il faut un jour, bon, je ne sais pas s'il faut le décréter spécialement telle date, etc., ou il faut à chaque année faire comme j'ai fait l'année passée, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas encore, on verra, mais croyez-moi, ce que j'ai fait comme promesse, je l'ai respecté, je la tiens. Donc, il y a eu le 23 juin en 2019, il y a eu le 31 décembre en 2020, et il y aura une date en 2021. Ça, c'est certain. Ouais. Voilà. Je crois que on me fait signe, mais oui, voilà. Donc, il y a même une activité que je suis obligé d'annuler parce que je dois aller sur Goma pour d'autres réunions encore. Donc, je suis vraiment désolé et navré de devoir arrêter cet échange qui était pour ma part vraiment très intéressant, très intéressant, très enrichissant. Je vous remercie vraiment de tout cœur de l'attention que vous avez portée à cet échange. Je vous redis encore ma détermination de mettre ensemble avec vous fin à ces violences et de donner la possibilité à cette province d'Ituri, qui est un véritable grenier pour la République, de donner le meilleur qu'elle a pour notre pays. Je mettrai tout en œuvre parce que je sais que l'une des clés du développement de notre pays se trouve ici, à la fois pour l'agriculture, mais également pour le domaine des ressources naturelles. Donc, comptez sur moi. Je ne suis pas un président de la République pour les mafieux. Je suis un président de la République pour les Congolaises et les Congolais parce que je veux leur bien-être et je veux que ce pays se redresse. Il peut se redresser et il va se redresser. Merci, que Dieu vous bénisse.
Bien sûr. Merci. Non, mais il y a la séance des photos. En raison justement des mesures que lui-même avait édictées pour lutter contre la troisième vague du coronavirus, le chef de l'État a préféré cet échange interactif avec le représentant des forces vives. Ils étaient donc réunis dans cette salle, tous les leaders d'opinion, ceux qui sont dépositaires de pouvoir public ici et des représentants de forces locales, se sont retrouvés ici pour écouter, échanger avec le président de la République dans un échange interactif. Et il a donné ses messages parce qu'il était venu pour rassurer cette population justement par rapport à tout ce qu'ils sont en train de vivre. Il est allé en détail pour expliquer les motivations de cette mesure d'état de siège. Donc bref, tout est fait pour que la situation change ici. Et c'est la deuxième fois que le président de la République est ici depuis 2019. C'est un privilège par rapport aux autres provinces. Et c'est dire que le chef de l'État porte avec lui, il a une attention particulière par rapport à l'Est de la République démocratique du Congo. La mesure d'état de siège a été prise justement pour essayer de donner une réponse à ces cris de détresse de la population. Et nous pensons donc que ce message a été entendu. Il y a lieu d'espérer l'évaluation de l'engagement militaire au front donne déjà des résultats probants. Le chef de l'État l'a dit hier, il a encouragé les forces armées. Et parallèlement à ces opérations, il y a aussi le développement de la contrée parce que malgré les jougs qui vivent au quotidien par rapport à ces forces négatives, la population d'ici est mobilisée pour construire les terroirs à l'exemple de ces cadres qui nous a même accueillis ici. Donc c'est dire que les jours où la paix va revenir dans cette partie, ce sera un vrai boom et que le Congo va gagner dans tout son ensemble. Voilà donc François Sibouela Boadi, c'est un échange interactif assez important qui a permis au président de la République d'écouter directement sans passer par les rapports administratifs. Il a écouté directement la population concernée et lui aussi a donné de réponses. Donc c'est cette gouvernance de proximité qui fait la particularité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Giscard. Sur la pelouse, comme on sait le voir, il y a quelques photos de famille. Le chef de l'État va immortaliser son passage après ce séjour pour évaluer l'état de siège. Junior, vous habitez à Bunia. Vous avez suivi le président de la République. Il a bien dit qui sont ces bandits qui doivent tenir tête à toute une armée, à toute une population et que cette décision de décréter finalement l'état des sièges était mûrement réfléchie et on a circulé dans la ville, les responsables, la population, tout le monde attend qu'on arrive finalement à mettre un terme à cette situation qui bloque le développement de la province de l'Ituri depuis plusieurs années et la chose la plus étonnante c'est que les mouvements sont constitués en grande partie par les enfants de ce coin. Comment vous réagissez à ça? Oui, Françoise Boula-Boaki, toutes les préoccupations de la population de l'Ituri ont été soulevées par le chef de l'État en passant du volet infrastructure de la sécurité. De la sécurité, comme vous le savez, il préoccupe toute la population de l'Ituri. Le chef de l'État a été plus que clair. Il a réaffirmé la détermination du gouvernement de la République de mettre fin à la persistance de groupes armés en Ituri qui continuent à appauvrir cette partie de la République démocratique du Congo. Aux jeunes qui sont en majorité dans les groupes armés, le chef de l'État leur a demandé de quitter la brousse, de venir construire la province de l'Ituri, ainsi pour voir
le développement s'installer dans cette partie de l'RDC. Oui, une réaction encore, Junior. J'ai suivi les représentants des jeunes dans la salle avec beaucoup de courage à expliquer au chef de l'État. Voilà, le président de la République est en train de rejoindre quelques délégations qui l'attendent pour immortaliser son passage, quelques photos de souvenirs. Voilà, il y a son parti politique, le parti l'UDPS. Voilà. Junior, les jeunes ont dit au président de la République que parce qu'il faut dire la majorité ce sont des jeunes qui constituent ces mouvements miliciens et qui sont frustrés pour ne pas avoir été entendus, des frustrations longtemps mûries, et voilà aujourd'hui ils se laissent facilement utiliser par ceux qui leur donnent des munitions ou des armes alors qu'ils pouvaient bien trouver la voie la plus facile. Là, le chef de l'État a réagi aussi en disant que il les a entendus, mais il faudrait quitter et trouver des moyens ordinaires, des moyens pacifiques pour régler les conflits, parce que il faudrait rappeler les tueries qui ont eu lieu dans cette province depuis plusieurs années. C'est à la base de plusieurs frustrations, parce que les jeunes l'ont dit au président de la République, parce qu'il faut connaître l'histoire pour ne pas tirer les conclusions hâtives, mais on ne justifie pas le fait que quand les gens décident de tuer, ils détruisent leurs propres infrastructures. Oui, Françoise Bouela, à ce sujet, le chef de l'État a été plus clair. Il a sollicité l'implication de la jeunesse pour enfin de contribuer pour la pacification de cette partie de la République démocratique du Congo. Tout cela doit passer par la sensibilisation, la conscientisation. La création d'un fonds pour la jeunesse aussi. Ça a été évoqué au cours de cette tête avec les forces vives de l'Ituri. Nous avons suivi dans la salle où la jeunesse s'est engagée également de sensibiliser tous ces jeunes qui sont... soient impliqués dans le processus de sensibilisation. Oui, Françoise Bouela, tout cela a été dit et nous pensons qu'après le passage du chef de l'État, tout le monde va revenir à la raison pour voir l'Ituri qu'on a connu à l'époque, l'Ituri où il y avait des produits de première nécessité qui quittaient cette partie pour Kisangani, Kinshasa. Voilà un peu... il y a eu interruption suite à tous ces problèmes liés à l'insécurité. Junior, vous avez fait Niakoundé, vous étiez dans cet hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé et aujourd'hui, comment il se présente, le milieu, avec l'état des sièges, donc la gouvernance militaire? L'état des sièges décrété par le chef de l'État en Ituri, ça a mis en œuvre depuis le 11 juin, le 11 mai, voulais-je dire, à des répercussions positives. Nous avons eu la chance de faire cette route sur la RN4 au centre médical évangélique de Niakoundé, qui était reconnu comme un centre pour accueillir autant de malades venus de partout ailleurs. Aujourd'hui, la vie reprend peu à peu son cours normal, et ceci grâce à l'implication du président de la République à travers le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama, qui ne cesse de sensibiliser au jour la population afin de s'impliquer dans le processus de paix. Voilà, Junior, le chef de l'État a demandé à la population d'être patiente, parce qu'une situation qui perdure depuis plus de 20 ans, on ne peut pas trouver des solutions durables en 30 jours ou en 60 jours. Vraiment, c'est un appel du chef de l'État à la population qui est frustrée. Il reconnaît ça et en même temps sollicite l'adhésion de tout le peuple de l'Ituri et du Nord Kivu, parce qu'il a commencé par là-bas, à cette solution radicale qui finalement doit arriver à mettre un terme à ceux qui écument la sécurité dans ce coin du pays. Il y a aussi une frustration des opérateurs économiques ici. Ils se sentaient un tout petit peu exclus par rapport aux travaux lancés sur la route de Kassindi. Vous les avez suivis, Junior? Oui, Françoise Bouela, à ce sujet, le chef de l'État a été clair. Il a demandé à la population
de l'Ituri d'être patiente. Ce projet qui va de Goli à Bunia va être concrétisé dans les tout prochains jours. Comme vous le savez, cette route est d'une importance économique pour la région, voire même pour la RDC. Et à ce sujet également, les opérateurs économiques ont évoqué la question d'agrandissement de l'aéroport de Bunia pour accueillir de gros porteurs. Et la réponse du chef de l'État ne se fait pas attendre. Il a promis de donner des solutions dans les tout prochains jours. Voilà, il a dit seul il ne peut rien, il attend le soutien de la population, les solutions viendront dans un travail d'ensemble. Voilà, la RTNC a assuré le direct. Ici, nous sommes à Bunia, dans la province de l'Ituri. Pendant presque 3 heures, le chef de l'État a écouté d'abord les préoccupations des différentes délégations représentant la société civile et forces vives de la province de l'Ituri, à défaut d'avoir un direct qui était prévu suite aux mesures de restriction. Donc on ne savait pas organiser ce contact avec le chef de l'État. Donc nous avons été là pour suivre et puis permettre à tous les Congolais en RDC et puis un peu partout à travers la République de suivre intégralement ces échanges sans gants et directement, sans restriction. Le chef de l'État a répondu dans la mesure du possible. Donc merci beaucoup à nos équipes à Kinshasa pour avoir assuré la retransmission impeccable de cet échange direct du chef de l'État avec la population de l'Ituri. Merci aux équipes ici sur place. Merci à Diakiadi, Jires Kelani. Merci à Samiala. Merci à Gédéon Mutombo, Jessica Basile et Zaïd. La situation qui se passe à Goma bouleverse les consciences humaines. Une raison de plus pour voir les Congolais et créer cette proximité à la fois psychologique et géographique avec la population de Goma. J'aime Goma